Et justement, pour analyser ce rôle stratégique du Caire et l'avenir des marchés gaziers internationaux, nous sommes en direct par téléphone avec notre expert en énergie, Dr Amr Mohsen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors justement, ma première question est concernant cette crise au Moyen-Orient et les risques pesant sur le détroit d'Ormuz qui ont fortement, vous le savez, secoué le marché mondial du GNL. Quels enseignements majeurs la communauté internationale tire-t-elle de cette nouvelle vulnérabilité? Oui, bien sûr que c'est un grand problème pour beaucoup des économies. La Chine est un pays très industriel et ça normalement a besoin de beaucoup d'énergie. Mais voyez-vous que la Chine est aussi un pays grand producteur des panneaux solaires, par exemple, et des turbines éoliennes. Donc la Chine, le gouvernement chinois a commencé à accélérer la production des panneaux solaires et ils veulent avoir si vous voulez, une source d'électricité pour l'industrie, et ils commencent à ne pas vraiment être trop vulnérables aux défis du gaz naturel liquide. Alors, est-ce qu'on parle aujourd'hui d'un nouveau format de guerre énergétique? C'est-à-dire que autrefois, cette guerre était plus, on la voyait à travers la montée, la flambée des prix sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, cette manière d'attaquer des détroits, c'est une nouvelle manière de faire la guerre, faire une guerre énergétique? Oui, absolument, parce que comme je viens de le dire, les pays industriels, ils ont besoin de beaucoup d'énergie, et la majorité de ces pays industriels importent cette énergie. Ils n'ont pas ça chez eux. Donc, si on commence à bloquer le transport international des fuels et des carburants, que ce soit du gaz naturel liquide, que ce soit du pétrole et autrement, ça commence à causer des grands problèmes. Alors, des pays comme la Chine, vous l'avez mentionné, essayent de trouver des alternatives, mais face à cette volatilité des prix et au risque de rupture, quelles sont aujourd'hui les priorités des grands pays importateurs en matière de diversification de leurs fournisseurs et de leurs routes d'approvisionnement? Oui, comme je viens de le dire, la Chine a commencé à accélérer très fortement leur énergie solaire produite en Chine. Mais aussi, on a l'Union européenne. Elle souffre vraiment parce que, comme vous le savez, les importations du gaz russe vers l'Europe a été bloquée à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et bien sûr que l'Europe aussi souffre vraiment beaucoup du manque d'énergie. Et si vous voulez, ça nous forme une occasion ici en Égypte d'exporter de l'électricité, et surtout de l'électricité propre, à l'Europe. C'est-à-dire que nous, on a des ressources d'énergie renouvelable incroyables. C'est-à-dire que je peux vous dire dans juste quelques secondes, l'Allemagne, qui est un pays industriel et pour eux l'énergie est quelque chose d'essentiel, ils ont commencé dans les années 80 une étude des ressources solaires au Moyen-Orient. Et ils ont parlé à tous les gouvernements du Maroc jusqu'à l'Iran pour permettre aux scientifiques allemands de mesurer
pour 3 ans les ressources solaires de chaque pays, comme je viens de le dire, du Maroc jusqu'à l'Iran. Et ils ont pris une vingtaine d'années pour cette étude, analyser toutes les mesures et tout ça. Et la conclusion était que le sud de l'Égypte est la région la plus riche dans tout cet espace de pays du Maroc jusqu'à l'Iran. C'est-à-dire que l'Allemagne est bien encouragée, si vous voulez, d'aider l'Égypte à produire de l'électricité propre à partir de cette ressource incroyable que l'Égypte a dans le sud, dans le Saïd, si vous voulez, le sud de l'Égypte. Alors on rappelle l'Allemagne, le pays le plus industrialisé d'Europe. J'imagine qu'en faisant cette étude, c'était aussi pour assurer ses arrières. Oui, bien sûr. Quand ils font ces études, ils ont à priorité leurs besoins pour l'énergie, que ça soit bien convenable et bien pas manqué. Alors, étant donné que vous avez parlé de l'Égypte, effectivement, l'Égypte s'appuie sur 2 installations majeures de liquéfaction à Edco et Damiette. De quels atouts concurrentiels majeurs le pays dispose-t-il grâce à ces infrastructures par rapport aux autres acteurs régionaux? C'est-à-dire que l'exportation du gaz naturel liquide à partir de l'Égypte est principalement pour l'Europe. C'est-à-dire que c'est quelque chose, une source très importante d'énergie pour l'Europe. Mais comme je viens de le dire, nous, on a un plan pour arriver à avoir 60% de notre énergie électrique en Égypte produite à partir du solaire et de l'énergie éolienne, et ça vers les années 2040. Et aujourd'hui, il y avait une réunion entre le président de la République et le ministre de l'électricité, et une des conclusions de la réunion était qu'il faut vraiment accélérer et ne pas attendre jusqu'à 2030 et 2040 et commencer à vraiment accélérer la génération de l'électricité propre en Égypte, et cela bien sûr pour les besoins locaux en Égypte, mais aussi pour les besoins d'exportation vers l'Europe. Alors justement, la véritable opportunité pour le Caire est de passer du statut de simple producteur et exportateur à celui de plateforme énergétique intégrée. Très concrètement, quels sont les leviers nécessaires pour réussir pleinement ce saut stratégique? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment avoir des entretiens avec les pays européens et attirer les investisseurs européens pour accélérer la construction de stations d'électricité propre, que ce soit éolienne ou solaire. Et on a vraiment commencé à faire ça. C'est-à-dire, il y a eu des réunions dans les 2 semaines passées avec les investisseurs européens pour accélérer et pour augmenter ce qu'on voulait faire dans les stations solaires et éoliennes, et même doubler le potentiel de la génération de ces stations. Donc je pense que ces problèmes-là dont vous avez parlé représentent une opportunité pour l'Égypte.
C'est-à-dire que nous, on aura beaucoup de, si vous voulez, d'investissements attirés vers notre pays pour accélérer la construction des stations solaires et thermiques, et une partie sera pour le besoin national et l'autre partie sera pour l'exportation, et donc ça nous donnera aussi pas seulement un revenu monétaire, mais aussi une position importante politiquement. Alors, comme vous l'avez justement dit, le futur du hub énergétique égyptien se jouera principalement sur les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. Alors, pour consolider cette ambition, quels sont les principaux investissements et partenariats internationaux actuellement nécessaires pour renforcer le réseau de gazoducs et les capacités de stockage en Égypte? Vous avez mentionné des réunions avec des parties européennes. Concrètement, aujourd'hui, je vais le dire de manière peut-être plus audible pour nos téléspectateurs, qui est le champion du monde aujourd'hui, le champion réel dans ce domaine énergétique, sur qui l'Égypte pourrait compter sur son expertise? Je pense que c'est d'abord l'Allemagne. Parce que, comme je viens de le dire, c'est un pays avec une population considérable et des besoins énormes pour l'électricité. Docteur Ambre? Oui, oui parce que c'est un pays industriel et ils en ont besoin de beaucoup d'électricité, pas seulement parce que la population est importante, mais aussi les besoins, toutes les industries. Merci infiniment, Dr Ambre Morsen, pour tous vos détails et votre expertise que vous avez partagée avec nos téléspectateurs. Nous devons rendre l'antenne en vue d'une transmission en direct. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la TV internationale. Au revoir.